C'est l'hiver, les nez coulent, les yeux piquent, les gorges grattent. Voici venue la saison des enquêtes médicales pour retrouver le coupable. À cause de qui est-on devenu malade? Qui se permet de venir contaminer les autres en propageant ces microbes? Malheur à celui qui était malade avant nous, enfant, collègue ou conjoint. Le premier trouvé sera l'accusé. D'ailleurs, il est inutile de chercher une autre cause. Utiliser l'expression «j'ai attrapé froid» devant vos collègues déclenche systématiquement des yeux levés vers le ciel. En effet, comment peut-on répéter cette phrase poussiéreuse de grand-mère? Nous sommes quand même au XXIe siècle. Rien de tel pour passer pour le pire obscurantiste du couloir. Si en plus, vous osez prétendre qu'une tisane au thym et au miel font du bien, votre compte est bon. En même temps, tout le monde sait que vous doutez des vaccins alors. Finalement, on se demande ce qui empêche nos amis férus de science de se balader en t-shirt sous la pluie en hiver avec pour seule protection un masque FFP2. Selon la théorie du germe, il suffit d'éviter au virus de rentrer pour ne pas être malade. Si on est malade, c'est à cause des autres. L'enfer, c'est toujours les autres. La démographie est l'étude des populations, le nombre de vivants, de naissances et de décès. Le premier résultat que l'on apprend en cours de démographie, c'est que le nombre de décès dans une population dépend avant tout du nombre de personnes vivantes, ce qui est évident, puis de leur âge. S'il y a 2000 fois plus de décès chaque année en Allemagne qu'au Liechtenstein, ce n'est pas parce que l'Allemagne est 2000 fois plus dangereuse que le Liechtenstein, mais bien parce qu'il y a 2000 fois plus d'habitants. De la même manière, si dans un EHPAD de 200 résidents, il y a 25 décès par an, alors que dans une école maternelle de 200 enfants, il n'y a pas de décès, c'est pas parce que l'EHPAD est dangereux, c'est parce que les résidents d'un EHPAD sont âgés et que les écoliers sont jeunes. Ainsi, contrairement à ce qui a été fait par de grands instituts pendant 3 ans de psychose covidienne, on ne compare jamais les décès bruts d'un territoire à l'autre ou d'une époque à l'autre. Il faut standardiser les décès pour s'assurer de travailler à population comparable. Une fois cela fait, on peut représenter le nombre de décès chaque semaine pour tous les pays qui fournissent leurs données de décès et de population résidente par tranche d'âge. On observe les décès standardisés, France 2020, de la France, du Portugal et de la Suède. C'est-à-dire en appliquant aux 3 pays et à tout moment la population de la France du 1er janvier 2020, on observe d'emblée que la mortalité est cyclique. Chaque hiver, le nombre de décès augmente avec l'arrivée de la période froide. Il y a également des pics de décès durant l'été lors des canicules. En toute logique, les canicules sont bien plus visibles au Portugal qu'en Suède. On note que, l'été, on accuse volontiers la température de tuer les plus fragiles. En hiver, il est interdit de faire le même raisonnement. C'est forcément la faute au virus. Le coupable est tellement admis qu'il est enseigné, et à l'école d'ingénieur de statistique, j'ai appris que le pic de mortalité hivernale était dû à la grippe, un virus contagieux qui se répand d'individu à individu en provenance d'Asie. C'est bien simple, le nombre de décès attribués à la grippe chaque hiver est exactement le pic de mortalité hivernale. Une fois l'hiver passé, on récupère la date de début d'épidémie, en fait la date à partir de laquelle les médecins du réseau Sentinelle déclarent avoir vu des symptômes grippaux, la date de fin d'épidémie, c'est-à-dire la date à partir de laquelle les médecins ont cessé d'en voir, et on attribue tout le triangle de décès au-dessus de la normale à la grippe. Le responsable de cette surmortalité serait donc un virus ou un ensemble de virus qui se propage d'humain à humain. Plaçons-nous justement dans le cas théorique d'un virus qui serait responsable d'une maladie. Un premier malade, contagieux, arrive sur un territoire sain. Ce malade va contaminer, au hasard de ses interactions, d'autres individus qu'il rencontre autour de lui. Ces derniers vont, passé un certain délai, devenir contagieux et contaminer d'autres individus. Il va donc y avoir une diffusion locale de la maladie. Sur ce territoire, correspondant à la zone naturelle de déplacement et d'interaction des individus, on va voir le nombre de malades, puis le nombre de décès augmenter. Les premiers temps sur ce territoire, il y a très peu de malades contagieux, uniquement un puis seulement ses proches. La progression est très faible initialement et ne fait que s'accélérer, c'est le principe de l'exponentielle. Il arrive un moment où un habitant contagieux va réaliser un déplacement plus lointain pour aller contaminer un nouveau territoire. Et sur ce nouveau territoire, l'augmentation du nombre de malades et de décès sera nécessairement en décalage avec le premier territoire. On peut continuer l'histoire toute la durée de l'épidémie. Ce qui est certain, c'est que dans le cas d'une épidémie qui se propage par contamination interhumaine, on doit nécessairement observer des décalages importants entre les courbes de mortalité d'un territoire à l'autre. Une fois ce résultat bien en tête,
on peut retourner voir le graphique France-Suède-Portugal. Il n'y a pas le moindre décalage temporel d'un pays à l'autre concernant les pics de décès. Nous disposons des données de 35 pays européens sur Eurostat et nous ne pouvons que constater qu'ils meurent tous en même temps. Il est donc rigoureusement impossible que la propagation d'un virus soit à l'origine de ces décès. La maladie ne se propage pas, elle survient au moment de l'arrivée du froid. Rendre les résultats de mes recherches publiques sur ma chaîne YouTube Décoder l'écho m'a permis d'être contacté par de nombreuses personnes réalisant aussi des travaux d'analyse. Jacques Collin de Verdière, ingénieur, travaille depuis longtemps sur la qualité de l'air dans les espaces de travail. Il a notamment constaté que les travailleurs de la chaîne du froid souffrent de grippe, ou plutôt d'état grippal, en plein été. Aucune transmission n'est cependant rapportée a posteriori. Difficile d'accuser un microbe de n'infecter qu'un seul travailleur d'un espace partagé qui, à son tour, ne réussira à le transmettre à personne. Jacques a découvert en 2021 que Météo France fournit dorénavant les données des enregistrements de température des différentes stations d'enregistrement, par date et par lieu. Il est donc possible de comparer l'évolution des températures à celle de la mortalité sur l'année. Je réalise alors un premier modèle simple, pour ne pas dire naïf ou mauvais, en calculant seulement la moyenne des températures en France relevées chaque jour. C'est donc une moyenne de moyenne. Et en la comparant à la mortalité toutes causes confondues par tranche d'âge, lissée par semaine de façon à limiter le défaut d'enregistrement des décès le week-end. Et de manière extrêmement surprenante, les courbes de température et de mortalité se révèlent être parfaitement concordantes. Pour maximiser leur synchronisation, il faut décaler la courbe de mortalité de 7 jours. Tout se passe comme si la chute des températures rendait malades les plus âgés, entraînant leur décès 7 jours plus tard. Sur ce graphique sont représentés en noir les taux de mortalité quotidiens des habitants de France métropolitaine de plus de 90 ans et en gris la température quotidienne moyenne de France métropolitaine. La courbe de température est inversée. Plus il fait froid, plus la courbe monte, de façon à mieux voir la synchronisation des deux courbes. L'indicateur appelé ρ de Sperman mesure la synchronisation des deux aspects. Et de ma carrière, je n'ai jamais vu deux courbes aussi proches. Le ρ est de moins 0,89, la valeur moins 1 signifiant qu'on a deux courbes identiques, l'une inversée par rapport à l'autre. Ainsi, lorsque la température baisse, la mortalité augmente systématiquement pour les personnes âgées 7 jours plus tard. La corrélation entre les deux courbes diminue avec l'âge, la mortalité des jeunes est quasiment constante sur l'année. Ils ne sont pas concernés par ce phénomène. La corrélation fonctionne également à un niveau plus fin, on peut l'observer sur les départements les plus peuplés et qui ont suffisamment de décès tous les jours. On observe donc des coups de froid de la même manière qu'on observe des coups de chaud, les années de canicule. Ce n'est pas nécessairement la température basse qui rend malade et tue, ça peut plutôt être la forte variation qui est difficilement supportable. Et le vrai responsable peut également être un autre facteur lié au froid, la sécheresse de l'air, la pollution de l'air, l'enfermement, etc. Quoi qu'il en soit, on n'observe pas la moindre trace de propagation, mais une corrélation parfaite avec un changement environnemental. Le bon sens devrait alors frapper à notre porte, il faut cesser d'avoir peur des autres. Toute la crise Covid-19 a été créée et entretenue par des modèles mathématiques des prophètes de l'Apocalypse. Pour mémoire, Neil Ferguson avait promis pour la première vague 2,2 millions de morts aux États-Unis, 510 000 morts en Grande-Bretagne et à peu près autant en France. Il s'est donc trompé d'un facteur 500 au minimum, ce qui est plutôt un bon score pour lui. En 2002, il a prophétisé que la maladie de la vache folle tuerait 150 000 personnes. En Grande-Bretagne, 177 personnes ont été déclarées tuées par cette infection. En 2005, il a prédit que 150 millions de personnes allaient mourir de la grippe aviaire. Seules 282 personnes ont été déclarées mortes de cette maladie dans le monde. En 2009, il a prévu que 65 000 Britanniques mourraient de la grippe porcine. Seuls 457 morts ont été comptabilisés. En France, nous avons Antoine Flahault qui estimait en mai 2009 que le virus H1N1 pourrait tuer 30 000 personnes en France. Or, les données cliniques en ont péniblement recueilli 300. Et encore, maintenant que nous avons compris le fonctionnement des comptages dans le cadre de la crise Covid-19, on sait pertinemment que sans ces prédictions qui ont fait peur à tout le monde, personne n'aurait compté le moindre mort pour ces prétendues maladies. Les mêmes protagonistes ont fait les mêmes prévisions sur la base des mêmes modèles,
et ils sont toujours aussi faux. Le modèle utilisé classiquement par les épidémiologistes est le modèle SIRD, susceptible, infecté, rétabli, décédé. Ce modèle présuppose le comportement de l'épidémie et cherche a posteriori, une fois les données disponibles, ses caractéristiques. Ce modèle ne prouve pas l'existence d'une propagation, mais la suppose vraie. Ce modèle suppose qu'un agent pathogène qui se propage par contamination interpersonnelle est arrivé et qu'il va rendre malade les gens. Il y a au départ un premier infecté qui va chaque jour infecter des personnes susceptibles. Plus il y a de personnes déjà infectées et plus la probabilité qu'un susceptible devienne infecté est grande. La probabilité de tomber malade en côtoyant des infectés est appelée le facteur bêta. De même, on considère qu'un infecté a une probabilité de guérir et de ne plus être contagieux selon un facteur gamma. Un infecté a également une probabilité de mourir et de plus être contagieux selon un facteur delta. Une fois que l'on a à notre disposition la courbe de données, on peut calculer la valeur des trois coefficients, gamma, delta, bêta, qui collent le mieux aux données. Pour la prétendue première vague de Covid-19, Eusèbe-Riochet a calculé qu'avec les valeurs bien choisies, bêta égale 0,29, gamma égale 0,08 et delta égale 3,68 10-5, on obtient une prédiction exacte du nombre de décès total et une quasi-adéquation des données quotidiennes. Donc, si la maladie est effectivement bien comptée et qu'elle se répand effectivement par contamination, alors ces paramètres sont ceux trouvés plus haut. Mais il se peut qu'on soit en train de supposer un comportement de contamination à quelque chose qui n'a rien à voir. Pour s'en rendre compte, Eusèbe-Riochet a supposé que les morts de la canicule de 2003 étaient en fait causées par un virus qui s'est propagé dans la population. Et en prenant bêta égale 0,95 et delta égale 1,48 10-5, il a obtenu une modélisation de la canicule de 2003 d'une précision 10 fois meilleure que celle de la première vague de Covid-19. Si on croit au modèle épidémique, il faut impérativement cesser d'accuser la chaleur de tuer les plus âgés, mais de très vite s'occuper des méchants virus fulgurants du mois d'août qui sévissent particulièrement dans les EHPAD sans climatisation. Les épidémiologistes de l'apocalypse, comme Flao ou Ferguson, qui utilisent ce genre de modèle, font de la science à l'envers. Ils prétendent déjà savoir ce qui se passe et font coller les statistiques à leur représentation erronée de la réalité. Aucun d'entre eux ne semble avoir la moindre fois levé le nez de sa copie pour se rendre compte qu'il n'y a pas la moindre trace géographique d'aucune propagation. Accuser les virus tueurs de se propager dans la population n'est pas la conclusion d'une observation de la réalité, mais la projection d'un délire paranoïaque. Il y a donc une raison toute simple à l'inutilité des masques, des confinements, de la distanciation sociale pour empêcher les gens de se contaminer. C'est juste pas comme ça qu'on tombe malade.